Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui, le lundi 3 août 2026, et notre cher ami Paul est avec nous. Bon retour parmi nous, Paul. Merci, Nima. Paul, commençons par ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, et par la dernière attaque qui a été annulée. Donald Trump a finalement décidé d'annuler cette attaque, parce qu'il a reçu, comme il l'a dit, des messages de plusieurs pays du Moyen-Orient. Il a essentiellement parlé de l'Arabie saoudite, peut-être du Qatar, des Émirats arabes unis. Il a dit que l'Iran l'avait même contacté pour... Du côté des Iraniens, il n'y a eu aucune confirmation. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas parlé avec Donald Trump et qu'il n'y avait pas de discussion entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis envoient à nouveau une sorte de message en passant par le gouvernement qatari et le gouvernement pakistanais. C'est tout. En revanche, les véritables négociations ont lieu entre l'Iran et Oman. Il semble qu'ils soient en train de parvenir à une sorte d'accord. Nous ne savons pas encore lequel. Mais il semble, d'après ce que nous avons appris du vice-ministre iranien des Affaires étrangères, qu'il a dit que peut-être 75% du contrôle physique du détroit d'Ormuz, de la route pour entrer et sortir, va être contrôlé par les Iraniens, parce qu'ils veulent le contrôler pour des raisons de sécurité. Et c'est ce qui se passe. Et le détroit d'Ormuz continue de fonctionner de la même manière. Aujourd'hui, une attaque iranienne contre un navire dans le détroit d'Ormuz a été signalée. Il semble que les États-Unis essaient de... Les mêmes politiques se poursuivent. Et Israël n'était pas content d'ailleurs. Quand vous regardez les médias israéliens, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit « Nous étions préparés à l'attaque ». Et je ne sais pas quel a été le rôle d'Israël dans cette attaque. Je suppose qu'ils étaient... Vous savez, c'était censé être une attaque conjointe. Vous savez, israélo-américaine. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle entre Donald Trump et l'Iran? Waouh! Eh bien, la situation, Nima, c'est que Trump n'a aucun moyen efficace d'attaquer l'Iran ou de lui causer des problèmes auxquels l'Iran ne pourrait pas répondre en causant encore plus de problèmes aux Américains. Donc, le département de la guerre des États-Unis a fait savoir à Trump que c'est une partie perdue d'avance et qu'il faut arrêter ça. Bien sûr, Israël n'est pas d'accord et fait tout ce qu'il peut pour maintenir les États-Unis en guerre contre l'Iran au profit d'Israël. Je ne pense pas qu'Israël veuille se joindre aux attaques parce que je ne pense pas qu'Israël veuille subir la riposte de l'Iran puisqu'il n'a pas la capacité de bloquer les missiles iraniens entrants. Donc je pense que Trump est contraint de se calmer jusqu'après les élections de mi-mandat, parce qu'il n'y a pas de soutien, ou alors très peu de soutien, à cette guerre aux États-Unis. Et il ne semble pas que les partisans du MAGA soient satisfaits de Trump, parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. Il s'est écarté de sa ligne, devenant une marionnette d'Israël. Il risque donc de perdre le Congrès, ce qui, bien sûr, signifierait que sa présidence serait de fait terminée. Alors il essaie de survivre aux élections qui arrivent cet automne, et il met de l'eau dans son vin. Maintenant, le véritable problème semble être la poursuite des attaques israéliennes contre le sud du Liban. Ces attaques continuent d'être entièrement des crimes de guerre. Ils utilisent du phosphore contre des quartiers résidentiels civils. Ils commencent à procéder au nettoyage ethnique du sud du Liban en chassant les résidents libanais. C'est ainsi qu'ils ont pris le contrôle de la Palestine sur une période de 79 ans. Ils y entreraient, procéderaient à un nettoyage ethnique d'une partie du territoire, puis installeraient des Israéliens. Eh bien, c'est maintenant le processus qui commence dans le sud du Liban. Et comme c'est une zone que le Hezbollah a par le passé défendue face à Israël, avec le soutien de l'Iran, la vraie question est, que va faire l'Iran face à l'agression israélienne en cours contre le sud du Liban?
et il faut comprendre que cette agression vise les civils. Elle s'inscrit dans un nettoyage ethnique. Ce n'est pas vraiment une opération militaire contre une force adverse. Le Hezbollah est là, bien sûr, mais l'objectif israélien est de chasser les gens des quartiers, des villages, des zones résidentielles. Et la même chose semble maintenant se produire dans ce qui était autrefois la Syrie. Nous avons maintenant des Israéliens qui cherchent à épurer les zones de Syrie qu'ils occupent. Les colons israéliens y sont actifs. Et donc, ce que nous voyons, malgré la cessation des hostilités américaines envers l'Iran, du moins pour le moment, je pense que cela va durer jusqu'à la fin de l'élection d'automne aux États-Unis. Ensuite, cela reprendra, à moins que, vous savez, les républicains ne soient battus aux élections. Donc, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est la poursuite de l'agression israélienne contre les populations civiles en Syrie et au Liban. Et je ne vois pas comment l'Iran peut tolérer cela. Je ne vois pas comment ils peuvent l'accepter et se dire « Bon, les Américains ne nous attaquent pas en ce moment, donc c'est terminé ». Les Israéliens vont donc clairement continuer à créer de graves difficultés. Et puis, tous ces discours sur la paix à Gaza, tout cela n'a aucun sens. Le conseil de paix de Trump, tout ce que dit Trump n'a aucun sens. Les Israéliens ont pleinement l'intention d'incorporer à Israël l'intégralité de Gaza, l'intégralité de la Cisjordanie. Ils l'ont dit encore et encore. C'est bien ce qu'ils comptent faire. Et donc le fait que l'Iran ait pu résister aux attaques américaines ne nous laisse pas entrevoir le moindre arrêt de l'avancée israélienne. Ils continuent d'avancer en Palestine, ils continuent d'avancer au Liban, ils continuent d'avancer en Syrie. Donc, le fait que les Iraniens aient tenu tête aux Américains n'a pas stoppé l'avancée d'Israël. Et c'est là le problème. Et bien sûr, tôt ou tard, cela ramènera les Américains dans le combat. Alors, les Iraniens se trompent eux-mêmes s'ils pensent que tout arrêt des attaques des États-Unis signifie autre chose qu'une mesure temporaire permettant à Trump de survivre aux élections de cet automne. Cela ne semble pas être leur politique, vu la manière dont ils attaquent tous ces actifs américains dans la région. Même sans avoir été attaqués, ils ont attaqué la Jordanie, par exemple. Ils ont détruit les armes les plus récentes que les États-Unis avaient apportées en Jordanie, par exemple. Ils retirent des systèmes patriotes du Kurdistan irakien pour les installer en Jordanie et aussi en Israël. Oui, je pense que c'est vrai et que c'est une bonne chose. Ils ne devraient pas laisser ces systèmes en place parce qu'ils sont là pour attaquer l'Iran. Donc je pense que c'est une bonne chose que les Iraniens réduisent la capacité des Américains à lancer ces attaques. Mais les Américains les mèneront d'une autre manière. Mais mon propos, c'est que rien ne vise à freiner l'avancée d'Israël. Vous savez, comme nous l'avons dit tant de fois, c'est la guerre d'Israël. Et Israël est la cause de la violence au Moyen-Orient. Pas le Hamas, pas l'Iran, pas le Hezbollah, pas les Houthis. La cause de la violence, c'est Israël. Et les États-Unis ne sont qu'une marionnette d'Israël. Ils ne sont qu'un intermédiaire, comme les Ukrainiens sont des intermédiaires pour les Américains et les Européens contre la Russie. Eh bien, l'Amérique est le mandataire d'Israël contre... Nous, les États-Unis, avons été le mandataire d'Israël contre Saddam Hussein, contre Assad, contre Kadhafi. Nous nous battons au Moyen-Orient pour Israël depuis le début du XXIe siècle. Mais nous ne sommes pas à l'origine de ça. C'est Israël. Ils utilisent les États-Unis, ils ont le pouvoir de le faire. Ils contrôlent le Congrès. Un membre de la Chambre des représentants ou du Sénat qui ne coopère pas avec Israël perd. Il n'est pas réélu. Donc cette situation qui donne l'impression que les Iraniens ont réussi à tenir tête aux Américains, à forcer Trump à annuler les attaques ou à forcer Trump avec les élections qui approchent à annuler les attaques,
a laissé la violence là-bas. Et on voit, vous savez, des bombes au phosphore larguées sur des civils. C'est considéré comme odieux, comme un crime de guerre. C'est un terrible crime de guerre. Et cela fait clairement partie d'un nettoyage ethnique. Les Israéliens sont donc en train de vider le sud du Liban de ses habitants libanais. Et comme je l'ai dit, ils commencent en Syrie. Voilà le problème. Il ne va pas disparaître parce que Trump cesse, pour l'instant, d'attaquer l'Iran. Autrement dit, la guerre continue de s'étendre. Elle continue de s'étendre. Et à ce stade, nous ne savons pas qui d'autre pourrait y être entraîné. Nous ne savons pas ce qui arrivera aux Saoudiens, parce que les Israéliens ciblent aussi les Saoudiens. L'Arabie saoudite fait désormais partie du Grand Israël. Donc voir l'Arabie saoudite alliée à l'Amérique contre l'Iran n'a aucun sens. C'est absurde pour les Saoudiens, parce qu'ils figurent sur la liste des cibles, tout comme l'Iran, le Liban et le Yémen. Donc il est difficile de donner un sens à tout ça. On dirait presque que les gens ne comprennent pas la situation ni la façon dont elle les affecte. Et on ne voit pas les alliances naturelles se former pour contenir l'agression israélienne. On ne voit pas ça. Regardez les États du Golfe. Vous savez, ils doivent leur existence à l'acceptation de l'Iran. Et pourtant, ils se sont alliés aux États-Unis et à Israël contre l'Iran. Eh bien, c'est agir contre son propre intérêt. Et nous ne savons pas de quoi il retourne dans ses négociations avec l'Iran et Oman, ou quoi que ce soit d'autre. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire d'une quelconque manière que cette situation est réglée ou qu'elle est en train de se régler. Je pense que, d'après ce que nous avons vu de l'Iran, on peut dire qu'il se concentre surtout sur la région. Et dans le cas d'Oman que vous avez évoqué, ce n'est pas sans importance. Selon moi, c'est important, parce qu'ils ne considèrent pas que les États-Unis aient un rôle important à jouer dans les négociations entre l'Iran et Oman. Après tout, le détroit d'Ormuz fait partie de la région, et les États-Unis n'ont rien à y faire, dans leur esprit. C'est pour cela qu'ils négocient avec le gouvernement omanais. Et l'autre point, Paul, que vous avez mentionné concernant le Liban, qui est important à mon avis, ce sont les attaques qui ont lieu. D'énormes attaques. Une énorme explosion hier et avant-hier dans le sud du Liban. Il ne s'agit pas seulement du Liban. Vous avez aussi mentionné la Syrie, ce qui est important également, Gaza, la Cisjordanie, l'ensemble de ces situations. Et concernant le Liban, je pense que la ligne politique vient du Hezbollah. L'Iran ne va pas leur dire « c'est le moment, vous devez commencer à attaquer Israël dans le sud ». Mais l'Iran peut leur parler. Il parle avec des Iraniens, mais il ne s'agit pas d'un ordre donné par l'Iran au Hezbollah pour qu'il fasse cela. C'est cela, le point essentiel. Mais en même temps, alors que l'Iran est si impliqué dans une guerre dans la région, pratiquement à ses frontières, vous savez quelle est l'importance de l'invasion venant du sud, de l'ouest, et comment ils essaient de manipuler la région pour faire quelque chose contre l'Iran. L'Iran a été attaqué dans sa partie occidentale, dans la province du Khuzestan, qui est si proche de la frontière irakienne, Paul. Cette frontière est tellement importante. L'Iran sait qu'elle est cruciale, et cela pourrait être l'un des points de départ pour les États-Unis s'ils décident de lancer une invasion de grande ampleur. En même temps, on voit ce qui se passe au Liban et en Syrie. Je pense qu'il doit y avoir une forme d'entente régionale autour du programme dont vous venez de parler, le programme israélien. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran qui s'y oppose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Par exemple, en Syrie, l'Iran n'a rien à voir avec la Syrie. Il ne peut rien y faire. Tout dépend de la Turquie, parce que c'est elle qui a les moyens de pression. Et vous ne voyez pas cela se produire dans leur politique en Syrie.
Ou du moins, au vu de ce qui se passe, vous ne voyez pas de réaction active de la Turquie. C'est toute la complexité de la région. Et je pense que tant qu'il y aura ce genre de division dans la région, comme vous l'avez dit, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, l'Iran, tous sont engagés d'une certaine manière dans des conflits internes. L'Arabie saoudite attaque l'Irak, attaque le Yémen, au lieu de se concentrer sur ce qui se passe, sur la situation d'ensemble dans la région. C'est ça la complexité, Paul. Si vous faites porter toute la responsabilité à l'Iran, je pense qu'on passe à côté du fait que l'Iran a ses limites. Parce qu'en ce moment, ils sont surtout préoccupés par leur pays. Si les États-Unis attaquent et détruisent toutes ces installations en Iran, les centrales électriques, ce sera un énorme problème pour le gouvernement, pour les dirigeants iraniens. Eh bien, je ne rejette pas la faute sur l'Iran. Non, je ne vous le dis pas. Je ne blâme en aucune façon l'Iran. Je souligne simplement que les pays de la région ne semblent pas reconnaître la réalité. L'agression israélienne se poursuit et ils sont tous visés. Il n'y a donc aucun sens à ce qu'ils restent passifs ou qu'ils agissent au service d'Israël et des États-Unis. C'est se couper la gorge eux-mêmes. Comme vous l'avez dit, la Turquie ne fait rien face à l'implantation israélienne en Syrie. Mais je pense que les Iraniens, pour continuer à sauver la face et montrer qu'ils sont capables de tenir tête à leurs ennemis, devront intervenir au Liban Sud. Je pense que les Iraniens devront utiliser leurs missiles pour détruire toutes les forces israéliennes au Liban Sud et dans les régions d'Israël frontalières du Liban Sud. Je pense que vous devrez simplement détruire ça. S'ils ne le font pas, alors la destruction du Liban par Israël se poursuit. Et une fois de plus, vous voyez, Israël ne combat pas vraiment au sol avec des soldats. Il combat à distance depuis les airs avec des armes de guerre criminelles comme le phosphore blanc, et il combat les civils. Et après avoir chassé les civils, l'armée entre, occupe le territoire et essaie de le maintenir. Et si elle y parvient, alors les colons arrivent. Voilà donc la manière dont les Israéliens opèrent. Et ils continuent de le faire dans 3 pays. Je veux dire, la Palestine n'est plus vraiment un pays. Il reste des morceaux de Palestine, mais ils disparaissent tous rapidement. Et la Syrie et le Liban sont désormais exposés au nettoyage ethnique mené par les Israéliens. Voyez-vous, le monde a laissé faire cela pendant 79 ans en Palestine. Encore une fois, si vous regardez simplement les cartes au fil du temps, vous verrez la transformation de l'État de Palestine en État d'Israël. Les Israéliens n'ont cessé de s'étendre sur le territoire, de le prendre encore. Tout cela est strictement illégal. Et pourtant, ils s'en sont sortis pendant 79 ans. Ils n'ont donc aucune raison de ne pas penser qu'ils peuvent recommencer au Liban, puis recommencer en Syrie. Le processus continue donc. Le processus d'expansion israélienne ne s'est pas arrêté. Les Israéliens n'ont pas été dissuadés de recourir à la violence pour procéder au nettoyage ethnique de pays arabes. Et tout ce que je dis, c'est que les Iraniens, les Turcs, les Saoudiens, les États du Golfe, ils doivent faire face à ça, parce que ça ne va pas s'arrêter. Et eux aussi sont sur la liste des cibles. Voilà mon point. C'est de ça qu'il faudrait discuter. Vous voyez, les discussions entre l'Iran et, qui donc, Oman, sur la manière dont ils vont se partager le contrôle des détroits. C'est qu'un élément très mineur sans importance dans le tableau d'ensemble. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour arrêter l'expansion israélienne. Le Grand Israël n'est pas une théorie, c'est un processus en cours. C'est un processus à l'œuvre. Il progresse en ce moment même. Et c'est à cela qu'il faut faire face. Pas à un accord sur la part du détroit que l'Iran contrôlera et celle qu'Oman contrôlera.
Ce n'est pas important. En fait, si j'étais l'Iran, je ne partagerais le contrôle du détroit avec personne. C'est tout ce que j'essaie de mettre en lumière aujourd'hui. C'est assez difficile parce que les Iraniens sont réellement une force. C'est un grand pays. Il est capable, sur le plan scientifique et technologique, de tout premier ordre. Ils ont subi des torts à répétition. Leur direction a été décimée, puis décimée encore et encore. Et ils semblent enfin unifiés et capables d'agir. Mais qui sont leurs alliés? Où sont les Turcs? Où sont les Saoudiens? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Voilà le problème. Je pense que le point que vous soulevez est très important. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de compréhension mutuelle dans cette région. Et donc, l'expansion israélienne va continuer. La guerre va continuer. Et il ne faudra pas longtemps avant qu'Israël ait sa marionnette américaine. Je veux dire, il faut être honnête. Les États-Unis ne sont pas une superpuissance. Ce sont les marionnettes d'Israël. Le président des États-Unis est une marionnette. Le Congrès aussi. Les médias aussi. Et Trump ne contrôle pas l'Amérique. C'est Netanyahou qui la contrôle. Alors, qu'est-ce que le monde du Moyen-Orient va faire face à ça? C'est la question qu'il continue d'éviter. Il l'évite depuis des décennies. Et par conséquent, les pays arabes disparaissent. Il n'y a plus de Libye, il n'y a plus de Syrie, il n'y a plus d'Irak. Je veux dire, il y a un territoire, mais il n'y a pas de système qui fonctionne. Il semble que le pays soit en quelque sorte occupé par différents groupes paramilitaires. Je serais bien incapable de décrire ce qu'est l'Irak aujourd'hui, ou la Libye. Qu'est-ce que c'est au juste? Et nous savons que la Syrie est occupée. Une partie l'est par les Israéliens, une autre par les Turcs, une autre par les Kurdes, je crois, et les Américains ont conservé la zone pétrolière de la Syrie. Et nous avons cet ancien chef djihadiste qui est une sorte de président. Mais que fait-il? Il ne semble pas capable de protéger le territoire syrien quand les Israéliens y entrent et l'occupent. Donc, vous savez, le déni de réalité est extrême. Et j'imagine que les différentes parties prises dans cette situation préfèrent tout simplement ne pas s'en occuper. Et jusqu'ici, cela fonctionne parfaitement pour Israël. Ils continuent, tout simplement. Donc les Iraniens ne sont pas tirés d'affaire. C'est pas terminé. Ça ne fait que s'élargir. Et le fait que les Américains se soient retirés pendant un temps, ça ne veut rien dire. Je pense que les États-Unis... Que se passe-t-il, Paul, dans le cas des États-Unis? On sait que concernant l'Iran, les États-Unis ont la même politique depuis très longtemps. Tout dépend d'Israël. Tout dépend de la manière dont Israël voit l'Iran. Donc au fond, les États-Unis définissent leur politique à partir de la vision israélienne dans la région. Mais concernant l'Arabie saoudite et les autres pays, comment voyez-vous la manière dont ils souffrent de cette guerre? Ils savent que la guerre ne produit rien. Elle ne fonctionne pas pour eux. Elle ne les aide pas. Et elle exerce une pression sur leur économie, sur leur population. Et est-ce que cela va les aider à comprendre, peut-être à accélérer la diversification de leur économie au fil du temps? Peut-être que la Chine va intervenir. Et comment cela va-t-il influencer la pression que les États-Unis exercent sur eux, ou leur levier d'influence sur eux? Comment voyez-vous les choses à long terme? Les politiques des États-Unis, vous savez, les conséquences à long terme de ce qui se passe en ce moment. À mon avis, ils commencent à comprendre que si les États-Unis vendent leur pétrole, si Israël se sent si bien avec cette guerre, alors qu'ils ne font pas partie de la guerre. Si le champ de bataille, c'est le Koweït, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Qatar, alors il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suppose que la réponse à votre question ramène à la fracture entre chiites et sunnites. Elle a 1300 ans, et elle semble plus forte que la prise de conscience que les sunnites comme les chiites sont menacés d'extermination. Ils n'arrivent pas à surmonter. Il y a tellement de méfiance historique ancrée en eux. Ils n'arrivent pas à la dépasser pour comprendre qu'ils doivent s'unir afin de survivre. Les dirigeants le savent peut-être, mais ils comprennent peut-être que la population, elle, ne le sait pas. C'est peut-être une question de niveau de prise de conscience parmi les paysans, si c'est ainsi qu'on les appelle, sunnites et chiites. Ils considéreraient tout rapprochement comme une hérésie ou comme une trahison de leur forme d'orthodoxie. C'est être une contrainte que les dirigeants ne sont pas prêts à assumer. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je ne vis pas là-bas, je ne connais pas les gens, je ne suis pas vraiment, enfin j'en ai une connaissance générale, mais je ne suis en aucun cas quelqu'un qui a étudié l'Arabie Saoudite pendant des années, des décennies, et je n'y ai aucun contact. Donc il se peut tout simplement qu'ils ne puissent pas surmonter une division qui remonte au 7e siècle. Et dans ce cas, ils sont impuissants. Ils n'en sont pas capables. Et si c'est le cas, les Iraniens doivent y réfléchir, parce que ça veut dire qu'ils vont devoir le faire eux-mêmes. Et vous savez, historiquement, les Iraniens n'étaient pas musulmans, ils n'étaient pas arabes, les Turcs non plus. Mais en arrivant dans cette région, ils se sont imprégnés de cela. Ils sont peut-être moins touchés par ces divisions. Je n'en sais rien. Mais je ne vois pas comment les Iraniens peuvent ignorer l'expansion israélienne continue au Liban et en Syrie. Je ne pense pas qu'ils puissent l'ignorer. Et donc si personne d'autre ne le comprend, les Iraniens vont devoir faire le travail et détruire Israël. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, les Iraniens et tous les autres vont être détruits par Israël, tout comme la Palestine. C'est simplement ça. Et les Israéliens, eux, se moquent du temps que cela prendra. Ils ont un programme à très long terme et ils s'y tiennent. C'est lent, mais ça marche. Encore une fois, regardez la carte de 1947. Ce qui est aujourd'hui Israël, c'était la Palestine. Elle a disparu, la Palestine a disparu. Et les Israéliens ont clairement fait savoir que c'était leur intention pour le Liban. C'est leur intention pour la Syrie. C'est leur intention pour le Moyen-Orient. Ils montrent eux-mêmes les cartes. Donc on ne peut pas ignorer ce type de défi et espérer survivre. Voilà le problème. Il se peut que les Iraniens soient les seuls capables de s'en occuper. Ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. Les Perses sont un peuple ancien. Historiquement, les gens ont eu du mal à faire face aux Perses. Les Romains n'y sont pas parvenus. Voilà donc la situation. Et il est peut-être tout simplement impossible que des peuples aussi différents que les Turcs, les Iraniens et les Arabes se rassemblent. Ils en sont peut-être tout simplement pas capables, surtout les Arabes, puisqu'ils ont cette fracture, cette ancienne fracture que personne n'a résolue. Ils ont donc tendance à se voir les uns les autres comme des ennemis. Et si les Américains interviennent d'un côté, alors ce côté les considère comme des amis. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. On voit ça se jouer en permanence au Moyen-Orient. Je ne sais pas ce que les Saoudiens pensent pouvoir gagner à ce stade avec la protection américaine. Une protection américaine contre qui? Les Iraniens n'ont jamais montré la moindre intention de conquérir l'Arabie Saoudite. Et les Américains ne vont pas protéger l'Arabie Saoudite contre les Israéliens.
Donc au fond, la question est simplement de savoir si les dirigeants, si c'est bien ce qu'ils sont, peuvent prendre de bonnes décisions. Il s'agit aussi de savoir si les dirigeants sont à ce point prisonniers de cet ancien schisme qu'ils ne peuvent pas agir. Ils ne peuvent pas s'unir. Et on ne voit pas clairement pourquoi les Turcs auraient le moindre intérêt à... Enfin, ils ont conquis et occupé les Arabes. Donc, on ne voit pas très bien pourquoi ils envisageraient une alliance avec les Arabes. Et puis, vous savez, ils ont eu tous ces problèmes avec les Kurdes. Alors, c'est peut-être une situation qu'Israël a compris comment exploiter et que les autres n'ont pas encore compris comment arrêter. Donc ça ne fait que commencer. C'est pas la fin. Paul, voyez-vous un scénario dans lequel les deux guerres finiraient par se rejoindre, par fusionner d'une manière ou d'une autre? La guerre en Ukraine et celle en Asie occidentale? Non. Je pense que ce sont deux évolutions distinctes qui se développent séparément et qui toutes les deux mènent, à mon avis, vers une guerre beaucoup plus large. À The Rally, le stade, je vois comment les États-Unis et Israël peuvent vaincre l'Iran. Mais avec le temps, ils finiront par comprendre. Sapowar, je n'ai jamais pensé que le temps jouait en faveur de l'Iran. Mais non, je ne pense pas que les deux guerres se rejoindront. La guerre en Ukraine, cette question-là. Vous savez, nos amis Gilbert Doctorow et John Helmer en sont arrivés à la conclusion que la pression exercée sur Poutine pour en finir avec la guerre le pousse à devenir enfin plus agressif et à entamer le processus visant à couper l'Ukraine de tous ses approvisionnements extérieurs. Or, les Russes l'ont apparemment fait depuis la mer. Vous savez, les derniers ports maritimes ukrainiens encore en activité ont été fermés par les Russes. Ils ne l'ont pas encore fait avec les ponts qui permettent d'entrer en Ukraine. Nous verrons si la pression sur Poutine le pousse à détruire ces ponts, à couper les voies ferrées et à isoler totalement l'Ukraine, ce qu'il peut faire. Si la pression à l'intérieur de la Russie l'y contraint, alors cette guerre sera terminée avant que les Européens puissent s'y engager militairement de façon directe, au lieu de fournir des armes et tout le reste. Au Moyen-Orient, ou, comme on l'appelle maintenant, en Asie de l'Ouest, il faut que quelque chose arrête Israël. Et personne ne peut l'arrêter, à part l'Iran. La question est donc la suivante. Est-ce que les Iraniens vont arriver à cette conclusion, puis trouver un moyen de détruire Israël? Je ne sais pas. Je veux dire, je n'en ai aucune idée. À moins qu'il y ait une sorte de révolution aux États-Unis. Peut-être si un parti démocrate de gauche émergeait. Ils sont alliés aux envahisseurs immigrés, aux musulmans. Ils n'aiment pas Israël. Ils couperaient tout soutien à Israël. Mais ce serait difficile parce que les Israéliens sont tellement institutionnalisés aux États-Unis. Les institutions elles-mêmes sont entre leurs mains. Vous savez, les universités, les médias, le divertissement, la finance. La politique, on en a déjà parlé. 38 États américains sur 50, donc tout sauf 12, ont adopté des lois selon lesquelles, si vous critiquez Israël, vous ne pouvez pas travailler pour le gouvernement de l'État. Vous ne pouvez pas avoir de contrat avec le gouvernement de l'État. Eh bien, cela montre un pouvoir et un contrôle énormes. Alors comment les États-Unis renversent-ils cela? Comment s'en débarrassent-ils? Il faudrait une révolution. Et il faudrait quasiment refaçonner toutes les institutions américaines. C'est là que je pense que les Israéliens sont confiants. Ils ont tellement bien réussi à mettre les États-Unis dans leur poche. Ils ne pensent pas que le pays puisse s'en sortir, et donc ils n'ont aucune raison de s'arrêter.
Paul, comment voyez-vous? Vous avez évoqué ce mouvement, qui est très important aux États-Unis. Le seul mouvement qui s'oppose au lobby israélien aux États-Unis est en train de gagner. C'est important parce qu'il s'oppose à l'AIPAC et qu'il gagne. Et je pense que c'est significatif. Mais comment voyez-vous la possibilité que cela se rejoigne avec le mouvement au sein du Parti républicain? Le mouvement que l'on voit avec Thomas Massie, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, toutes ces personnes, Joe Kent, qui se regroupent. Ils essayent de faire la même chose à droite au sein du Parti républicain. Leur compréhension est au fond la même que celle de la gauche au sein du Parti démocrate. Eh bien, la différence, Nima, je pense que la différence, c'est que les républicains se sont débarrassés de Massie et de Marjorie Taylor Greene et que les conservateurs alignés sur les républicains se sont retournés contre Tucker Carlson. Donc les républicains ne changent pas. Ils sont simplement encore davantage dans la poche d'Israël, alors que les succès des démocrates se jouent lors des primaires. Ce sont les candidats de gauche qui remportent les primaires, ce qui veut dire qu'ils gagnent le droit de concourir pour ce poste face aux républicains. Bon, nous ne savons pas si l'aile gauche démocrate réussira à rivaliser avec les républicains, mais elle a largement réussi à rivaliser avec les démocrates de la vieille garde. Nous ne savons pas encore si cela mènera quelque part sur le plan politique, si ce n'est que le Parti démocrate semble se déplacer vers la gauche. Vous savez, nous avons le maire de New York. Le problème avec la gauche démocrate, c'est que sur le plan économique, ils ne sont pas très réalistes. Alors ils proposent des projets qui ne vont probablement pas marcher. Vous savez, le maire de New York parle d'avoir des épiceries détenues par l'État avec des prix inférieurs de 30% parce qu'elles n'ont pas besoin de faire de profit. Eh bien, je me souviens que, il y a des années, les communistes yougoslaves ont dit « La planification centrale n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et tous les travailleurs ont répondu « Nous allons gérer les usines nous-mêmes. » Eh bien, comment les ont-ils gérées? Ils se sont accordés d'énormes augmentations, toutes sortes de vacances, et les usines ont fait faillite. Donc, on ne peut pas supposer que les démocrates auront plus de succès. C'est simplement difficile d'imaginer beaucoup de transitions à l'intérieur des États-Unis. Maintenant, s'il y a un signe noir, un effondrement majeur, si la bourse tombe à zéro, si les obligations ne peuvent plus être vendues, ou si l'inflation s'emballe comme dans l'Allemagne de Weimar, le pays est fini. Donc, je peux pas dire qu'il y ait des signes de... Ce que je vois aux États-Unis, c'est une dégradation lente mais continue. Une dégradation généralisée du niveau de vie, de la sécurité publique, de la santé, et une baisse générale de la qualité de vie. Et si c'est assez lent, les gens s'y habituent, parce que les jeunes ne connaissent que le monde dans lequel ils sont nés. Ils ne savent pas à quel point c'était mieux il y a 20 ans, par exemple. Et donc ces déclins sont devenus acceptables, parce que toutes les générations montantes ne connaissent rien d'autre. Je pense que le défi israélien n'est pas affronté, et je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit au Moyen-Orient capable de l'affronter, à part les Iraniens. Et donc la question est la suivante. Est-ce qu'ils le feront? Vont-ils le faire? Comment vont-ils s'y prendre? Voilà ce qui devrait être leur principal problème à résoudre, plutôt que de perdre du temps à négocier avec Oman. Bien sûr, ils devraient être amicaux et essayer de s'entendre, mais ils font face à un défi immense, et ils doivent trouver comment y faire face. Et je pense que l'histoire, telle qu'elle se développera en Asie occidentale, dépendra de ce que les Iraniens décideront de faire. Sinon, elle dépendra de la réussite d'Israël dans son projet de Grand Israël. Ce sont donc les deux possibilités.
Les Israéliens sont actifs dans la poursuite de leur projet. Je ne pense pas que les Iraniens en aient un pour l'instant. Le projet iranien, c'est d'apprendre aux gens qu'attaquer l'Iran coûte cher. Mais ils sont confrontés à un défi existentiel. Finiront-ils comme la Palestine, comme la Syrie, comme Israël entend que le Liban finisse? Like Israel intends Lebanon to end up. So that's the real question the Iranians face. They don't C'est donc la vraie question à laquelle les Iraniens sont confrontés. know whether Ils ne se demandent pas vraiment si Oman et les autres vont continuer à être des marionnettes américaines, ni comment ils vont se partager le contrôle du détroit. the strait. La question c'est, The question is, comment vont-ils faire face à la menace existentielle d'Israël? Et je ne pense pas qu'ils aient commencé à trouver la réponse. figuring that out. Mais voilà le défi. But Et je pense que le seul défi lancé au grand Israël, I think the c'est celui de l'Iran. great Israel Je ne crois pas que les Chinois ou les Russes vont intervenir. or the Russians. Comme je l'ai dit de nombreuses fois dans votre émission, si la Chine, la Russie et l'Iran avaient annoncé un accord de sécurité mutuelle, rien de tout cela ne serait arrivé. Ils n'étaient pas disposés à prévenir ces problèmes en concluant un accord de sécurité mutuelle. Cela vous montre donc qu'ils ne vont rien faire. So this tells you they're not going to do anything. Because that was Parce que c'était le moyen le plus simple d'empêcher quoi que ce soit de se produire. happening. It's inconceivable the United States and Israel would have attacked. Il est inconcevable que les États-Unis et Israël aient attaqué l'Iran si l'Iran avait eu un accord de sécurité mutuelle avec la Chine et la Russie. and Iran. Parce que cela aurait voulu dire que les États-Unis et Israël attaquaient la Chine, la Russie et l'Iran. Et cela aurait entraîné la destruction totale, absolue, des États-Unis et d'Israël. No agreement. C'est donc tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ne l'ont pas fait. Il n'y a eu aucun accord, aucun effort. So that Alors pour moi, cela montre que les Russes, les Iraniens et les Chinois ne s'en mêleront pas forced into it. tant qu'ils n'y seront pas contraints. But Mais ce sera après la chute de l'Iran, quand des djihadistes afflueront dans la Fédération de Russie, et que la Chine sera privée de tout le pétrole du Moyen-Orient et ne pourra plus fonctionner. oil and La Chine se retrouvera dans la situation du Japon des années 30. Alors ils devront faire quelque chose, mais il sera sacrément trop tard. Voilà mon analyse. so that's my story. Oui, merci. Merci, Paul. Thank you. Thank C'est you. toujours un grand plaisir. Great pleasure as always. Okay. Well, I don't know if it's a pleasure, but it's an effort to Eh bien, je ne sais pas si c'est un plaisir, mais c'est un effort pour dresser un tableau d'ensemble d'une situation dont personne ne s'occupe. is not being addressed. Personne à part Israël, je It's not pense. being addressed by anybody except, I think, Israel. Yeah. Oui, oui. Merci, Paul. Thank Et you. à très bientôt. See you soon. See you. Okay. À bientôt. D'accord. À très vite. Envoie-moi l'URL. Oui, oui. D'accord. Okay. Au revoir, au revoir. Goodbye, Nima. Au revoir.